All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Mr. Knop. Le président, Maître Knops, vous avez la parole. Maître Knops, merci. Ma dernière partie a trait aux arguments de la défense en ce qui concerne le rôle de M. Ngaïsona et sa pertinence pour la responsabilité pénale individuelle alléguée de M. Ngaïsona. Vous avez entendu ce matin, Monsieur le Président, notre argument selon lequel M. Ngaïsona n'était pas un membre d'un cercle de privilégiés supposé et n'a pas contribué ou aidé à un crime ou contribué à un crime avec un groupe de personnes agissant avec un but commun. La question qui se pose au cours de ce procès est la question de savoir s'il y avait un but pénal ou une politique visant à remettre Bozizé au pouvoir. L'accusation, comme elle l'a indiqué hier et avant-hier, que M. Ngaïsona aurait joué un rôle plus distant. Donc, un rôle plus distant, c'est une litote. M. Ngaïsona, et je cite le procureur dans ses déclarations d'ouverture, ne s'est pas sali les mains et a opéré sous le radar. À notre avis, il s'agit là d'une description totalement erronée de ses actions, comme nous l'avons démontré ce matin, et de l'intention qui lui est attribuée dans cette affaire. À notre avis, il n'y a pas de politique commune, ou de but commun criminel tel que l'allègue l'accusation. Ce procès établit, nous le disons, Monsieur le Président, que si un tel but commun ou objectif, s'il a jamais existé, eh bien, de toute façon, n'est pas ab initio considéré comme criminel en droit pénal international ou au terme du statut. Il faut se rappeler à cet égard l'opinion majoritaire rédigée par le juge Anderson du 16 juillet 2019 dans l'acquittement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Savoir si Gbagbo et Blé Goudé aient eu but commun ensemble avec d'autres personnes pour maintenir M. Gbagbo au pouvoir n'est pas déterminant. Il s'agit de savoir s'il y avait un plan, même un plan implicite, de commettre les crimes ou l'un ou l'autre des crimes imputés pour arriver à ce but, ou un plan potentiel, s'il n'a jamais existé, de réinstaurer une personne au pouvoir. Ça n'est pas criminel au terme du droit pénal international ou du statut. Et de la même façon, dans la décision qui a été rendue dans l'affaire Brimet et de la Cour, dans l'affaire Brima, devant la Cour spéciale de Sierra Leone, qui arrive à la même conclusion. La théorie de l'accusation vous demandera de vous livrer à de la spéculation en disant que du fait qu'ils étaient membres du même groupe ethnique et de la même famille proche, donc que cela constitue en soi un cercle restreint. Les éléments de preuve dans ce procès prouveront que ce n'est pas le cas. Vous entendrez des témoins de l'accusation même qui ont déclaré aux enquêteurs de l'accusation que M. Ngaïsona et M. Bozizé n'étaient
n'étaient pas du tout parents. Le fait que M. Ngaïsona et Bozizé étaient tous les deux des Bayas ne justifie pas l'ingérence d'un type de proximité familiale pour étayer la théorie selon laquelle M. Ngaïsona et Bozizé auraient formé un cercle de privilégiés avec Maxime Bocom, Bernard Bocom et d'autres. Cela signifierait que tous les Bayas de cette partie de l'Afrique occidentale eh bien, auraient pu faire partie de ce cercle restreint fictice. La Chambre, à notre avis, à cet égard, la Chambre devrait être bien consciente que Bozizé et Ngaïsona n'appartenaient pas à la même famille, comme le soutient l'accusation. Les parents de M. Ngaïsona étaient originaires du village de Bowara, dans la province de Nana Bokassa, alors que les parents de François Bozizé étaient originaires de Benzambé, de la province de Bossangoa. Enfin, s'agissant de ce cercle restreint fictice, les liens supposés de Ngaïsona avec le KNK, le parti de M. Bozizé, eh bien, à ce sujet, la Chambre devrait savoir qu'un témoin de l'accusation a déclaré aux enquêteurs que si M. Ngaïsona était bien membre du KNK, il n'a jamais été véritablement un militant du KNK. Pas du tout, il était plutôt un homme d'affaires. Ce sont les termes même d'un témoin qui a été interrogé par les enquêteurs de l'accusation. Monsieur le Président, j'en arrive à une autre question dans ce procès. Ce procès tournera également autour de réunions alléguées. Vous entendrez parler de réunions alléguées, des réunions au sein d'un cercle de privilégiés allégués. Ces réunions, si elles ont existé entre Ngaïsona, Bozizé ou Bernard Mocom, ne visaient pas à établir un plan commun ou un but commun. L'accusation souhaite que nous le pensions, mais les éléments de preuve montreront que M. Patrice Ngaïsona n'a pas suivi M. Bozizé, comme nous l'avons indiqué ce matin, au Cameroun, pour concevoir ou établir un plan commun pour mener des opérations. Pas du tout. Nous vous montrerons qu'il s'est rendu là-bas, au Cameroun, simplement pour faire ce que des milliers de Centrafricains ont fait à ce moment-là, c'est-à-dire fuir la guerre, sauver leur vie. Vous entendrez des témoins qui ont déclaré au bureau du procureur, et je cite la transcription française, dans ce pays, sans doute pour se mettre à l'abri. Document numéro 9 dans notre liste. Votre chambre se posera la question pendant le procès, pourquoi le Cameroun? Pourquoi est-ce que tous ces gens vont au Cameroun? Eh bien, la réponse est très simple. Ce n'est pas la peine de faire un procès pour avoir la réponse. Le Cameroun est un choix logique, étant donné la proximité, les liens économiques et le fait que le président du Cameroun acceptait de recevoir des réfugiés du RCA. Il y a une langue commune également, le français, qui est parlé dans des parties du Cameroun. Et les témoins de la RCA, beaucoup parlent du fait qu'ils ont de la famille au Cameroun. Vous apprendrez au cours de ce procès également que M. Ngaïsona a fui au Cameroun comme des milliers, non pas pour rejoindre Bozizé, mais simplement pour sa survie et celle de sa famille. Un témoin de l'accusation a déclaré que M. Ngaïsona était occupé à ses obligations en matière de football alors qu'il se trouvait en exil au Cameroun et qu'il n'a pu le rencontrer que 3 ou 4 fois au Cameroun. Tout cela implique, et cela sera le cas tout au long du procès, qu'il n'y a pas eu de coordination de la part de M. Ngaïsona lorsqu'il se trouvait au Cameroun dans le cadre d'un plan commun.
s'il y a eu une réunion à l'étranger, eh bien, il s'agissait de parler de la situation politique en RCA qui était dramatique. Les combattants étrangers qui soutenaient les Séléka et qui commettaient des crimes. Nous pensons que les éléments de preuve de l'accusation aussi soutiendront cette position. Nous entendrons un témoin qui confirmera que toutes les personnes qui se trouvaient, tous les ressortissants de la RCA qui se retrouvaient en exil au Cameroun se considéraient comme des frères de la RCA qui se rencontraient pour échanger des idées, pour discuter de la situation dramatique dans leur pays d'origine, de ce qui allait arriver dans leur vie, comment retrouver la paix. Document 66 de notre liste. Monsieur le Président, cela ne conduit pas à conclure que M. Ngaïsona participait à un cercle de privilégiés ayant rejoint François Bozizé au Cameroun pour formuler un plan commun ou un but commun. Non, bien entendu. Vous vous demanderez au cours de ce procès dans quelle mesure il y a des éléments de preuve tangibles à cet égard. Eh bien, nous disons qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve que M. Ngaïsona ait coordonné une action militaire ou qu'il ait été lui-même un militaire, qu'il ait mené des actions militaires à partir du Cameroun dans le cadre d'un plan commun supposé ou d'une alliance centrale, autre concept fictice dans ce procès. Et l'accusation voudra montrer, je pense, que, comme pour les éléments de preuve liés à Facebook, qu'il y a ces preuves, mais il n'y a pas de preuves concrètes. Monsieur le Président, au cours de ce procès, nous vous demandons de garder à l'esprit ce que la Chambre préliminaire, dans son paragraphe 108 de sa décision de confirmation, a déjà déclaré. La Chambre observe que de tels dossiers ne fournissent pas à la Cour aucune sorte d'indice quant au contenu et à l'objectif de ces conversations. Cela permettra à la Chambre d'établir que M. Ngaïsona avait des conversations avec de telles personnes, certes, mais nous demandons à la Chambre d'en arriver à la même conclusion que la Chambre préliminaire. Est-ce qu'on peut vraiment tirer une conclusion de tels éléments de preuve au sujet du rôle allégué de M. Ngaïsona? Vous entendrez des dépositions également de la part de l'accusation selon lequel eh bien, il y a un rapport intéressant mandaté par le bureau du procureur lui-même. D'ailleurs, je ne mentionnerai pas l'auteur qui a un caractère confidentiel. Mais vous trouvez ce document au numéro 113 de notre liste et ce rapport met en lumière dans ses conclusions les failles de ces données CDR fournies par l'accusation. Entre autres, le rapport montre les différences significatives en ce qui concerne le formatage des données de source, l'impossibilité d'utiliser ces données à cause du manque de qualité de ces données. Cela devrait convaincre la Chambre que ces éléments de preuve CDR sont hautement peu fiables et qu'ils ne peuvent conduire à aucune déduction en ce qui concerne le rôle de M. Ngaïsona alors qu'il se trouvait en exil au Cameroun, ou pour qualifier ces réunions de cercles privilégiés, etc., d'alliances, etc. Il n'y a pas d'éléments de preuve tangibles, nous l'anticipons d'ores et déjà. Alors, il y aurait des témoins, soi-disant privilégiés, qui disent que M. Ngaïsona aurait participé à un tel plan allégué. Bien entendu, vous entendrez des témoins qui viendront vous dire cela. C'est-à-dire que M. Ngaïsona aurait assisté à de telles réunions avec M. Bozizé et son soi-disant entourage au Cameroun, le témoin numéro 8 par exemple, mais ce témoin ne confirmera pas
qu'il ait lui-même participé à cette réunion alléguée, lui-même en personne. Lorsque nous entendons ce genre d'éléments de preuve, Monsieur le Président, nous demandons à la Cour de garder à l'esprit le fait qu'un autre témoin de l'accusation, qui sera présenté également, est une personne douteuse, dirions-nous, qui a déjà commis des crimes précédemment contre l'administration de la justice devant cette cour. Je ne vais pas entrer dans les détails étant donné le caractère confidentiel de cette question, mais je crois que la cour sait de quoi je parle à cet égard. Monsieur le Président, nous avons commencé notre présentation ce matin en revenant sur les antécédents de Monsieur Ngaïsona, et cela avec raison. Nous demandons que vous preniez sa vie en considération pendant cette période et que vous vous demandiez, aussi s'il n'a pas raisonnablement assisté ou contribué au crime imputé ou s'il n'a pas été partie à ce plan commun allégué. Nous pensons que les éléments de preuve montreront que sa vie personnelle, ses activités en tant que président de la Fédération de football en République centrafricaine sont en contradiction claire avec les arguments de l'accusation. Nous vous donnons un exemple. Les éléments de preuve montreront que le 1er décembre 2012, Monsieur le Président, Monsieur Ngaïsona s'est rendu au Japon pour la Coupe du Monde de la FIFA. Et on peut voir le billet électronique, le billet électronique pour le Japon. Vous verrez qu'il y avait une mission, il est clairement indiqué qu'il avait une mission de 18 jours au Japon pour participer à cette coupe, et vous trouverez des éléments de preuve de cela qui contredisent l'hypothèse selon laquelle il aurait été impliqué dans les activités de la COCORA en décembre 2012, comme l'accusation veut nous le faire croire. Vous retrouvez cela au paragraphe 356 du mémoire avant le procès. Les éléments de preuve 48 et 49 également de notre liste de pièces. Vous trouverez également des éléments de preuve pour soutenir le fait que M. Ngaïsona se soit bien rendu au Japon. Donc un voyage de 18 jours au Japon. Monsieur Ngaïsona est arrivé donc là-bas, il a ensuite été en France, il a passé Noël en France bon, l'accusation dit qu'en décembre 2012, la COCORA est créée et que Monsieur Ngaïsona a joué un rôle dans ces activités. Vous verrez que cet homme s'est rendu au Japon le 1er décembre pour la Coupe de la FIFA, après 18 jours, il a passé Noël avec sa famille à Paris, qu'il a voyagé par le Cameroun et qu'il n'est revenu à Bangui que le 27 décembre 2012. Vous voyez cela, document 52 sur notre liste de pièces. Ceci pour dire que pendant le procès, vous aurez des éléments de preuve tangibles, objectifs, que M. Ngaïsona n'est pas retourné à Bangui avant le 27 décembre 2012. Et je vous renverrai au passeport, aux pages du passeport, document 52 dans notre liste. Ce type d'éléments de preuve, Monsieur le Président, nous permet de contredire les arguments de l'accusation selon lesquels M. Ngaïsona ait été impliqué dans la réalisation, l'établissement d'un plan allégué pour mobiliser les jeunes et pour les soutenir en créant la COCORA en décembre 2012. Eh bien, il n'était tout simplement pas présent. C'est très simple. Autre question pertinente que l'accusation soulèvera et que nous soulèverons également. Est-ce que M. Ngaïsona a bien financé les anti-Balaka? Notre réponse est que là encore, il n'aurait pas pu le faire de manière raisonnable. Nous le prouverons, nous introduirons des éléments de preuve pour montrer que sa situation financière à cette époque-là nous montre clairement, contrairement à ce que dit l'accusation, qu'il n'aurait pas pu le faire. M. Ngaïsona
Ngaïsona se trouvait dans une situation financière très difficile. Et ce n'est pas simplement nous qui le disons. L'accusation est en possession de documents indiquant que M. Ngaïsona, effectivement, avait des gros problèmes financiers à cette période-là. Nous vous renvoyons au document 53 de notre liste de pièces. Il y a un courriel du 7 décembre 2013, c'est-à-dire 3 semaines avant octobre 2013. Donc, c'est la période pendant laquelle l'accusation prétend que M. Ngaïsona aurait commencé à financer tous ces groupes à partir d'octobre 2013. Dans ce courriel du 7 septembre 2013 de M. Ngaïsona à une autre personne, M. Ngaïsona fait la liste de ses problèmes financiers considérables et demande une aide financière. Un autre courriel, novembre 2013, quelques semaines après, donc M. Ngaïsona exprime sa préoccupation qu'il ne sera pas en mesure de payer les frais scolaires pour son fils. C'est le document 56 de notre liste. 55 et 56. Et vous voyez qu'il y a d'autres documents dans lesquels nous voyons M. Ngaïsona demandant une assistance financière pour janvier 2014 avant de quitter le Cameroun. Alors, Monsieur le Président, ces documents, ce sont juste quelques exemples qui... alors que l'accusation nous dit qu'il aurait été en mesure d'envoyer de l'argent, comme le dit, je le répète, l'accusation, sur le terrain à l'automne 2013, octobre 2013. Mais, Monsieur le Président, Monsieur Ngaïsona, à cette époque-là, avait du mal même à subvenir aux besoins de sa famille. Alors, pourquoi est-ce que Monsieur Ngaïsona se trouvait en situation financière difficile lorsqu'il quitte le Cameroun en 2013? Eh bien, nous allons vous donner une réponse au cours du procès, parce qu'à ce moment-là, et j'attire votre attention là-dessus, il avait 30 membres de sa famille, 30, qui dépendaient de lui financièrement au Cameroun. En outre, il y avait également d'autres personnes. Il y avait aussi son père et d'autres membres de sa famille à Bangui. De la famille en France. Donc, il a une très, très grande famille et il est censé assurer la responsabilité financière de toutes ces personnes. Sa situation financière, donc, était telle qu'il avait deux jeunes frères, Barnabé Ngaïsona et Angèle un frère et une sœur, Barnabé Ngaïsona et Angèle Ngaïsona, qui étaient très gravement malades à ce moment-là. Ils étaient à l'article de la mort et dépendaient de M. Ngaïsona pour leur soutien financier, pour obtenir des médicaments absolument nécessaires pour eux. Malheureusement, M. Ngaïsona a perdu ses deux parents à Douala au Cameroun. Ils sont morts, bien que M. Ngaïsona a essayé d'obtenir des soins médicaux pour eux. Monsieur le Président, cela illustre que M. Ngaïsona n'avait tout simplement pas les moyens financiers de financer tous ces groupes anti-Balaka. Les documents prouveront à la Cour que lui-même demandait une aide financière de ses amis, de sa famille, pour pouvoir assumer cette énorme responsabilité financière vis-à-vis de ses parents. Cela va vraiment venir saper les arguments de l'accusation à cet égard. Il a même demandé pendant ce temps-là une assistance de la part de la FIFA et de la CAF pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant qu'il était en exil. Nous vous montrerons qu'au Cameroun, il a ouvert un compte en banque spéciale pour recevoir ses fonds d'urgence à Yaoundé pour lui permettre de survivre. Nous demanderons à la Chambre de ne plus décrire M. Ngaïsona comme étant une personne en mesure de financer tous ces groupes anti-Balaka. Et nous montrerons que l'accusation ne dispose pas d'éléments de preuve convaincants pour effectivement étayer des paiements supposés de M. Ngaïsona qui le lieraient au plan
commun allégué. Monsieur Ngaïsona, nous l'avons démontré ce matin, se trouvait dans une situation financière de grand besoin. Il était généreux, mais il avait malgré tout besoin que d'autres l'aident. Et cela parle de soi-même. Un témoin a déclaré à un enquêteur de l'accusation, document 66, que M. Ngaïsona, et je cite, m'avait donné 100 000 francs CFA à ce moment-là, 153 € environ du fond de son cœur. Il a aidé beaucoup de gens comme cela, y compris des retraités. La Chambre entendra des éléments de preuve concrets pour montrer justement que M. Ngaïsona avait ses problèmes financiers et qu'il ne faisait pas partie de ce plan commun, qu'il n'a pas contribué à la commission des crimes imputés. Nous vous demandons également d'accorder votre attention aux témoins qui ont déclaré aux enquêteurs de l'accusation que M. Ngaïsona, malgré ses problèmes financiers, a malgré tout fourni de l'argent aux gens qui avaient faim pour les empêcher de commettre des crimes et qu'il leur a permis de retourner dans leur province grâce justement à ces paiements, sans aucun plan criminel, sans aucun objectif criminel. Alors pourquoi est-ce que M. Ngaïsona agissait de cette manière? Pourquoi même fournir cet argent alors que sa famille se trouvait dans une situation de besoin financier énorme? Eh bien, comme vous l'avez entendu ce matin, c'était sa nature, c'était son caractère. Ses actions sont clairement en contradiction avec le mens rea avancé par l'accusation. La Cour doit garder à l'esprit le fait que à ce moment-là, le gouvernement de la RCA ne fournissait aucune aide financière pour les personnes pour leur permettre de retourner dans leur village ou pour déposer les armes. C'est M. Ngaïsona qui est intervenu, même avec ses maigres moyens financiers. Voir notre document numéro 58. Pour conclure, Monsieur le Président, ce procès vous dira que M. Ngaïsona n'a pas fondé le mouvement anti-Balaka à cause de sa situation financière. Alors, est-ce qu'il a fourni des armes et des munitions aux anti-Balaka? Nous pensons que ce procès répondra à la question par la négative, clairement. La Chambre n'entendra pas d'éléments de preuve, nous le faisons valoir au sujet de stockage d'armes ou d'implication de M. Ngaïsona ou de contribution concrète à l'achat d'armes pour les groupes anti-Balaka. Au contraire, les éléments de preuve qui seront présentés au cours de ce procès montreront à la Chambre que les anti-Balaka, à ce moment-là, se battaient avec des armes traditionnelles, artisanales, comme des machettes, des armes de chasse traditionnelles, des bâtons, etc. Certains étaient même sans armes. Toutes les armes récupérées des Séléka, les témoins de l'accusation vous en parleront, document 59 de notre liste. Vous entendrez également dire que les armes en possession des anti-Balaka avaient été effectivement prélevées sur les combattants Séléka. Et ça n'a rien à voir, cela, avec le rôle de M. Ngaïsona. Un témoin de l'accusation a déclaré aux enquêteurs que les anti-Balaka avaient une stratégie en place pour obtenir des armes. La stratégie, eh bien, c'était d'attaquer et de neutraliser les Séléka. C'était la manière dont les anti-Balaka s'armaient eux-mêmes, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas, et ça n'était pas par le biais d'un individu comme Monsieur Ngaïsona ici, étant donné sa situation financière. Les éléments de preuve présentés au procès diront clairement également à la Chambre que la coordination à Bangui ne fournissait pas d'armes ou de munitions à aucun combattant. Les témoins de l'accusation, nous les entendrons dire à la Chambre que M. Ngaïsona lui-même n'était pas impliqué dans la fourniture d'armes en ce qui concerne l'attaque du 5 décembre. Un témoin de l'accusation, effectivement, qui figurait initialement sur la liste de l'accusation, a été retiré lorsqu'il a
dit aux enquêteurs que les armes militaires qui étaient utilisées pendant l'attaque du 5 décembre étaient des armes qui venaient des FACA et qu'elles n'avaient pas été fournies par qui que ce soit, ni à Gobéré non plus, ni pendant le voyage de ce témoin à Bangui. Les arguments de l'accusation selon lesquels M. Ngaïsona aurait joué un rôle important dans l'armement de ces groupes doivent être rejetés. Ce ne sont pas simplement ce que nous disons. Nous pensons que plusieurs témoins de l'accusation comparaissant devant cette cour confirmeront cela également. Ils ont déclaré aux enquêteurs du bureau du procureur que la coordination ne leur fournissait pas d'armes ou de munitions. La Chambre est bien consciente du fait qu'un anti-Balaka, un chef anti-Balaka qui a déjà été interrogé par les enquêteurs, n'a pas reçu de pseudonyme et ne comparaît pas dans la liste de l'accusation. Je cite brièvement de la transcription. Un centime pour que tu achètes les munitions et parti tuer. But who told this? Mais qui a dit cela? C'était M. Ngaïsona. Ce témoin a dit aux enquêteurs du bureau du procureur que c'était M. Ngaïsona qui lui avait dit cela, qu'il ne devrait pas penser qu'il donnerait un seul centime à ce témoin pour acheter des armes ou des munitions pour tuer. C'est Ngaïsona qui a dit cela aux témoins de l'accusation, Monsieur le Président. Document 95 sur notre liste. Monsieur le Président, cet homme qui est aujourd'hui devant vous a été désigné coordonnateur pour la paix dans son pays. Est-ce que la coordination était nécessaire? La réponse est oui. Mais pourquoi est-ce qu'on l'accuse aujourd'hui de crime? Parce que cette coordination était nécessaire pour le processus de paix, vu la diversité des groupes anti-Balaka. Il fallait trouver un homme, une personne de la communauté, le gouvernement, tout le monde avait besoin d'une personne pour structurer le processus de paix. Et il fallait trouver quelqu'un de neutre, non pas un combattant. Et il y avait seul un homme dans ce pays qui pouvait sauver le pays de la destruction, et c'était M. Ngaïsona. Le but n'était pas de structurer des groupes préexistants pour les amener à commettre des crimes. Le but était de faciliter et de simplifier le processus de paix. C'était de mettre en commun, de ramener à la table des négociations tous les leaders du pays. Examinons maintenant son rôle de coordonnateur national. Qu'a-t-il fait au juste? Sa seule contribution, Monsieur le Président, Messieurs les juges, est qu'il a donné aux anti-Balaka une voix pour unifier le pays, pour les représenter devant le gouvernement et la communauté internationale. M. Ngaïsona a accepté ce rôle à condition que la violence cesse. Vous avez vu des exemples de cela aujourd'hui. Son rôle était limité. Il devait simplement relayer les revendications des anti-Balaka au gouvernement ou aux organisations internationales. Nous présenterons des éléments de preuve démontrant que Ngaïsona, à l'époque, a envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies pour demander son aide. C'est M. Ngaïsona qui a tendu la main aux Nations Unies à l'époque. Et vous devez également garder à l'esprit le fait que lorsqu'il est retourné à Bangui en janvier 2014, le mouvement anti-Balaka était déjà sur sa lancée. C'était irréversible. Donc il voulait arrêter la situation. Et d'ailleurs, des témoins de l'accusation le confirment. Le témoin numéro 26 sur la liste de témoins du bureau du procureur le confirmera. Monsieur le Président, tout au long de ce procès, nous allons constater qu'en tant que coordonnateur national, M. Ngaïsona avait pour simple but d'unifier les groupes pour leur donner une voix à la table des négociations. Et tout ça dans le but de réaliser la paix dans son pays. Il a utilisé la même philosophie qu'il a animée dans le domaine sportif. Il s'est fondé sur son expérience, sur sa motivation sportive pour unifier le pays. Personne ici présent dans ce prétoire n'était présent lors de ces réunions de coordination. En revanche, certains témoins étaient présents. Nombre d'entre eux étaient présents. Et nous entendrons un de ces témoins qui a été auditionné par le bureau du procureur
et qui a été retiré depuis lors de la liste. Un de ces témoins a dit au bureau du procureur, et il est important de noter ce qu'il a dit, il a dit ceci aux enquêteurs du bureau du procureur au sujet d'une réunion. Il a tenu les propos suivants, Monsieur le Président. Lors de la réunion, Ngaïsona a pris la parole et a dit que s'il voulait qu'il soit leur chef, toutes les exactions devaient cesser, que tout le monde devait suivre ses ordres, mettre fin au pillage et qu'il devait arrêter de tuer des musulmans pour rien. C'est ce que Ngaïsona a dit d'après un témoin de l'accusation lors d'une réunion. Donc cela n'a rien à voir avec la promotion de crimes, Monsieur le Président. Ce que ce témoin a également dit aux enquêteurs du bureau du procureur est justement ce dont nous avons parlé aujourd'hui devant vous, au sujet de la personnalité de M. Ngaïsona. Le témoin a dit, lorsque les jeunes voulaient se soulever, le gouvernement faisait appel à Ngaïsona. Il ne s'est pas porté volontaire. Il n'a pas voulu être coordonnateur national. On l'a pressenti, on lui a demandé de venir en aide à la communauté et au gouvernement et de leur parler. Le gouvernement lui demandait, d'après ce témoin, lui demandait d'aller parler aux jeunes pour calmer les tensions. C'était le mandat qu'on lui a confié, Monsieur le Président. Document 64 de notre liste. Sachez également que d'après ce même témoin, certains des anti-Balaka, étant donné que M. Ngaïsona avait refusé de s'engager dans les combats, ont même tenté de le cibler, lui et sa famille. Sa maison a été incendiée à Boirabé. Ils ont essayé de le tuer, ainsi que sa famille. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé de prendre les armes. Et des témoins viendront le confirmer, Monsieur le Président. Document 64 de notre liste. Lorsque vous entendrez les éléments de preuve, notez également qu'un des témoins qui a contacté les enquêteurs a tenu des propos similaires. Il a également évoqué certains des efforts déployés pour faire de la coordination avec des provinces dans le cadre du processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Cela montre qu'il n'y avait pas de contrôle central qui puisse surveiller les agissements des anti-Balaka. Et là, je cite la déclaration en français. Dans ce petit groupe se réclamait déjà être patron de son groupe et qu'il n'avait pas une compte à rendre. C'était la réalité sur le terrain, Monsieur le Président, rien d'autre. Ce sont ça, là, les preuves. Il ne s'agit pas des propos d'experts qui vont reconstituer ce qui s'est passé sur le terrain des années plus tard. Ce sont des témoins qui ont vécu tout cela et malheureusement certains de ces témoins ont été retirés de la liste de témoins. Monsieur le Président, dans le cadre de ce procès, il faudra trouver également réponse à la question de savoir s'il a donné des instructions au Comzone s'agissant des opérations militaires. La réponse est non. Il n'y aura pas de preuves à cet égard parce que M. Ngaïsona n'était pas un homme militaire. Nous allons prouver qu'il n'avait pas de rôle, il n'a pas été impliqué dans quelque opération militaire que ce soit. L'accusation aimerait vous convaincre qu'il communiquait depuis le Cameroun au sujet des opérations militaires. Je crois qu'il faut faire attention, Monsieur le Président. Bien sûr, à l'instar de toute autre personne, M. Ngaïsona était très préoccupé par le sort de son pays. Il a reçu de nombreuses propositions, de nombreuses suggestions de la part d'autres compatriotes, tout aussi inquiets par les agissements des Séléka. Et nous vous invitons à garder cela à l'esprit lorsque vous entendrez les éléments de preuve selon lesquels Ngaïsona aurait répondu à des requêtes d'assistance. Eh bien, ce genre d'éléments ne peuvent pas servir pour justifier ou confirmer une malveillance de sa part. En fait, il était préoccupé et il n'avait pas l'intention de s'engager du point de vue militaire. On n'a qu'à voir ce qu'il a fait sur le plan international, auprès de la communauté internationale. Nous en avons discuté. Nous vous montrerons également qu'en 2014, il a parlé de la crise, il a envoyé une lettre officielle et un communiqué
et une proposition de solution au secrétaire général des Nations Unies. M. Ngaïsona n'a jamais quitté la voie du dialogue diplomatique. Il ne s'est jamais engagé dans la voie de la solution militaire. C'est ça la réalité sur le terrain, rien d'autre. Et contrairement à ce qu'allègue l'accusation dans sa thèse, le but des missions qu'il a pu confier à des anti-Balaka avait pour but de répandre la nouvelle du processus de paix, de relayer les informations de la coordination à Bangui, d'être sans porte-voix pour la paix auprès du gouvernement, auprès des organisations internationales. Donc ces soi-disant instructions que la coordination a pu donner et M. Ngaïsona a pu donner, eh bien, n'avaient rien à voir avec quelque opération militaire que ce soit. Vous l'avez même entendu dire qu'il a essayé de mettre fin aux barrages routiers. Il a demandé à ce que soient enlevés les barrages routiers. D'ailleurs, cela correspond à sa personnalité. Il était préoccupé par les barrages routiers et a contribué à ce qu'on supprime les barrages routiers. Rappelez-vous également que M. Ngaïsona a contribué à l'élimination des barrages routiers en juillet 2014. Cela a été confirmé et reconnu par l'accusation dans son mémoire préalable au paragraphe 481. L'accusation admet que M. Ngaïsona a contribué à l'élimination des barrages, au démantèlement des barrages routiers en juillet 2014. Il y a un témoin de l'accusation qui viendra devant votre cour pour confirmer cela. Il a déjà déclaré devant les enquêteurs de l'accusation. Je fais référence au document 89 de notre liste. Tout au long du procès, nous allons faire valoir que ces appels au démantèlement des barrages routiers, et cela a été confirmé par l'accusation, en tant que coordinateur des pourparlers de paix, eh bien, n'est pas la preuve qu'il avait le pouvoir d'ériger des barrages. Non, pas du tout. C'est une illusion du point de vue juridique, Monsieur le Président. En conclusion, Monsieur le Président, nous allons démontrer tout au long de la présentation de la moyenne que M. Ngaïsona était vivement opposé à toute pratique violente, y compris l'érection de barrages routiers aux fins de rackets ou de crimes. Mais il n'avait pas de contrôle ou de capacité à mettre fin à tout cela dans un pays aussi vaste que la République centrafricaine. Dès lors, il y a 3 questions, et j'en aurai terminé après cela. Est-ce que M. Ngaïsona, est-ce qu'il existe des preuves que M. Ngaïsona a pris part aux attaques? Réponse, non. La Chambre entendra des éléments de preuve concrets démontrant que M. Ngaïsona a voulu qu'on arrête de monter quelque attaque que ce soit. Vous entendrez peut-être des témoins vous dire que M. Ngaïsona était au courant des attaques, mais évidemment, cela n'a rien à voir avec le pouvoir d'arrêter les attaques ou de donner des instructions. Le type d'information dont disposait M. Ngaïsona à l'époque lui a permis simplement d'informer les autorités et la communauté internationale de ce qui se passait, de l'évolution de la situation. Document 80 de notre liste. Deuxième question. Est-ce que, dans le cadre de ce procès, on établira que M. Ngaïsona avait donné des ordres, avait la capacité de le faire? La réponse est non. De notre avis, la Cour entendra des témoins qui ont déjà déclaré devant les enquêteurs du bureau du procureur qu'il n'a jamais donné d'ordre direct pour la commission de crimes commis par les comzones respectifs. Est-ce qu'il avait le droit de convoquer des comzones et des dirigeants? La réponse est non. La Chambre aura compris également que la thèse de l'accusation repose sur le postulat que Ngaïsona avait la capacité de convoquer les comzones et d'exiger qu'il assiste à des réunions et qu'il était en mesure de convoquer les comzones depuis Bangui et les provinces pour assister à des réunions. Au cours de ce procès, nous allons démontrer que les réunions n'étaient pas régulières et que les comzones étaient simplement invités, puisque Ngaïsona n'avait pas le pouvoir de les convoquer ou de les obliger à venir. Les leaders étaient invités, ils sont venus de leur plein gré
Il les a invités à assister à des réunions dans le contexte des événements liés au processus de DDR et le processus de paix. Par exemple, le forum de Brazzaville, ou les préparatifs en vue du forum de Brazzaville. La Cour entendra un témoin en particulier qui a déjà déclaré devant le bureau du procureur que le nombre de réunions de coordination entre janvier 2014 était au nombre et octobre 2014 était au nombre de 4 ou 5. Et à au moins 2 ou 3 de ces réunions, des Comzones ont été invités. Il a parlé d'invitation et non pas de convocation. Et les éléments de preuve démontreront que c'était dans le cadre des préparatifs en vue des pourparlers de Brazzaville. Et donc, ces invitations ont été envoyées aux Comzones respectifs. Je termine cette partie de ma présentation en rappelant à la Cour qu'elle sera convaincue à la fin de ce procès que M. Ngaïsona ne peut pas être accusé d'avoir donné des ordres ou des convocations aux Comzones, que toutes les réunions concernaient des activités de paix et qu'il n'a jamais parlé d'opérations militaires avec les Comzones respectifs. Il défrayait les coûts de transport parce que sans ces déplacements, il n'y aurait pas eu de pourparlers de paix. Nous faisons référence au document 59 de notre liste. Et tout au long de ce procès, nous allons démontrer aussi que M. Ngaïsona nous présenterons des informations démontrant qu'il n'a pas nié les agissements ou la responsabilité des anti-Balaka. Nous allons démontrer qu'il n'a pas joué de rôle au sein du mouvement anti-Balaka. La thèse de l'accusation sera contredite. Contrairement à ce que prétend l'accusation, les éléments de preuve démontreront que M. Ngaïsona a fait tout son possible à l'époque pour mettre fin au crime, à la commission des crimes allégués. La Cour entendra également des éléments de preuve qui montreront qu'il n'a pas fait fi des informations ou des comptes rendus au sujet des crimes commis par les anti-Balaka. Les éléments de preuve démontreront que, au contraire, il a appelé à la coopération, à la pleine coopération de la communauté internationale et a demandé la cessation des actions anti-Balaka pour garantir le désarmement et permettre à ces gens de rentrer dans leur région d'origine. Et je fais référence au document numéro 92 de notre liste. Nous montrerons également qu'il a activement cherché à faire retirer un membre important anti-Balaka parce que celui-ci ne voulait pas cesser ses activités violentes. Les éléments de preuve montreront que M. Ngaïsona pensait que le fait d'exclure de tels éléments était nécessaire parce que de telles personnes ne pouvaient pas participer aux négociations de paix. Et cela confirme une fois de plus qu'il a fait tout ce qu'il était possible de faire en prenant des décisions relatives à la coordination. À la fin du procès, la Chambre sera convaincue que, plutôt que de ne rien faire face à la commission de ces crimes, il a pris des mesures dans le cadre de ses moyens et de ses capacités pour empêcher la commission de ces crimes ou pour prendre des mesures pour corriger la situation. Monsieur le Président, comme je viens de l'indiquer, la Cour entendra des éléments de preuve montrant que M. Ngaïsona a lui-même fait l'objet d'attaques de la part de certains éléments anti-Balaka. Pourquoi est-ce qu'une telle personne serait visée par les attaques anti-Balaka si il était favorable à la politique des anti-Balaka et qu'il était favorable au combat? Eh bien, nous montrerons tout au long du procès qu'il n'a jamais eu d'influence sur ces agitateurs allégués et que on démontrera que Ngaïsona n'a pas accepté de rôle ou de fonction dans les rangs des Comzones,
comme le laisse entendre l'accusation, et qu'il n'avait pas le pouvoir de les retirer du mouvement. C'était la réalité qui prévalait à l'époque. Monsieur le Président, j'en ai terminé, ou presque. J'aimerais faire référence à un document qui va prouver la thèse de la défense. Il s'agit du document intitulé « Déclaration liminaire » au Forum de Brazzaville de juillet 2014. C'est le document numéro 1 de notre liste. Et je demanderai à ce que vous fassiez attention à la page 4 de ce document. Je vous invite vivement à lire ce que M. Ngaïsona a dit à l'époque et ce qu'il avait à dire en juillet 2014. J'ai deux citations qui mettent en exergue notre thèse. La première est la suivante, et je cite en français. Les patriotes anti-Balaka sont très attachés à une société centrafricaine laïque où toutes les confessions religieuses pourront manifester librement leur foi. Dès alors, il nous incombe de sauver le peu qui nous reste et de nous engager sur la voie de reconstruction dans la paix, l'unité et la concorde. Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est la quintessence même de notre thèse. Et sur ce, je vais donner la parole à mon confrère, Maître Omissi Nankemai, pour les 20-25 prochaines minutes. Merci, Monsieur Knops, dit le Président. Mr. Omissi Namkeamai, you have the floor. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je prends la parole à la suite de mon éminent confrère, Maître Knops, pour clôturer la déclaration de défense de Monsieur Ngaïsona à l'occasion de cette ouverture de procès. Au cours de ce procès, Monsieur le Président, Messieurs les juges, la défense aura à démontrer qu'il ressort de l'essentiel des preuves mêmes de l'accusation que, loin d'avoir été un ambitieux politique, un opportuniste ayant activement pris part à la conception d'un plan commun échafaudé dans le but de rétablir un régime politique destitué en massacrant au besoin une communauté ethnico-religieuse identifiée comme telle, Patrice Edouard Ngaïsona n'a été en réalité qu'un pacifiste, personnalité notoire dans sa société, auquel il a été fait appel. Il lui a été fait appel en vue de contribuer à la mise en œuvre d'une initiative gouvernementale qui bénéficiait de l'appui des partenaires internationaux et qui visait à restaurer la paix dans le pays. La Cour devra, lors de ce procès, garder comme postulat que depuis l'époque où elle n'avait que le statut du territoire de l'Empire français sous le nom d'Ubangui-Chari, la Centrafrique regroupait déjà
des communautés musulmanes et non musulmanes qui ont vécu en parfaite harmonie au travers des échanges économiques, des partages culturels et des mariages interconfessionnels. Des générations de Centrafricains, y compris celle de M. Ngaïsona, ont ainsi par la suite grandi sans se préoccuper nullement des origines ethniques ni de l'appartenance confessionnelle les uns des autres. Alors que dans d'autres parties du monde se tenaient des débats sociétaux autour des thèmes tels que l'intégrisme religieux, le fondamentalisme musulman ou encore le sentiment anti-musulman, la société centrafricaine, confrontée dans son ensemble à des défis de gouvernance, de pauvreté, du VIH-Sida, etc., ne cherchait que la voie du développement sans s'encombrer de considérations idéologiques. Patrice Edouard Ngaïsona, comme la défense aura à le démontrer, était pleinement inscrit dans cette logique, lui qui, dans les différents domaines qu'il a choisis pour œuvrer à l'essor de sa patrie, notamment les domaines économiques, politiques et sportifs, a fait preuve d'une évidente disposition d'esprit laïque en collaborant avec tant de musulmans, hommes et femmes de toutes catégories sociales, en lesquels il ne voyait avant tout que des compatriotes. La défense voudrait rappeler à la Cour qu'en tant que pays, comme qui dirait, ayant la marque de l'instabilité dans ses gènes, la RCA n'a connu comme seule alternance démocratique et pacifique avant le conflit apparu en 2012 que l'accession du président Ange-Félix Patassé au pouvoir à la faveur des élections groupées de 1993. La quasi-permanence de l'instabilité qui persiste jusqu'à maintenant a fait donner par certains analystes politiques à l'RCA le qualificatif de pays de coup d'État. Cependant, toutes les atteintes à la sûreté intérieure de l'État, autrement dit tous les coups d'État, manqués ou réussis, qui ont jalonné l'histoire de la Centrafrique, la prise du pouvoir de Bangui par la Séléka en mars 2013 a entre autres particularités celle d'être le putsch qui a le plus ensanglanté le pays. Le coup de force de M. François Bozizé, 10 années plus tôt, en date du 15 mars 2003, a pourtant été réalisé pour une très large part avec les mêmes acteurs, à savoir des musulmans centrafricains et des mercenaires venus essentiellement du Tchad et du Soudan voisin, tous rassemblés sous l'étiquette de libérateurs, incluant aussi des non-musulmans centrafricains. S'il est indéniable que le coup de force du 15 mars 2003, qu'on avait qualifié de sursaut patriotique, avait apporté sa part de chaos, notamment en termes de pillage de commerce, de vandalisme des infrastructures économiques publiques et privées, de départ en exil, de règlement de comptes, etc., les niveaux dirigeants avaient globalement réussi à y mettre terme au bout de quelques jours. La conquête du pouvoir par la coalition Séléka avait quant à elle pris des allures d'une véritable hécatombe. D'abord acclamée par une partie de cette population habituée au coup d'État et qui espère chaque fois trouver dans ces bouleversements le moment de voir s'améliorer significativement son existence, le nouveau pouvoir a vite fait d'apporter le désenchantement au peuple. En quelques jours, la quasi-totalité du pays a été mise en coupe réglée. Des quartiers entiers, notamment de la partie nord de la capitale Bangui et d'autres villes du pays supposées favorables au régime déchu, faisaient l'objet de déplacements forcés, de pillages massifs, dont l'une des cibles était Patrice Edouard Ngaïsona, de violences sexistes et sexuelles, d'assassinats, de tortures et autres traitements inhumains et dégradants, des disparitions forcées, etc. Les butins des pillages des éléments de la Séléka prenaient tantôt la direction des quartiers à majorité musulmane de Bangui, où ces hommes avaient trouvé abri parmi leurs corréligionnaires, tantôt la direction des villes du nord-est de la Centrafrique à forte population musulmane, ou encore passaient les frontières en direction du Tchad et du Soudan.
En outre, certains individus qui n'avaient rallié la Séléka qu'une fois le pouvoir conquis étaient devenus des délateurs et indiquaient aux assaillants, qui pour la plupart connaissaient mal la ville de Bangui, les domiciles des personnes aisées chez qui on pouvait trouver des véhicules, des mobiliers de grande valeur et des sommes d'argent, et aussi des dignitaires et alliés du régime défait. Des règlements de compte avaient pris des dimensions inouïes, obligeant des individus civils ou militaires à entrer en clandestinité ou à s'exfiltrer du pays. Si, à Bangui et dans certaines villes, les plaintes et les dénonciations des exactions de la Séléka avaient trouvé un semblant d'écho auprès de la communauté internationale qui appelait un tant soit peu le pouvoir impuissant des putschistes à faire cesser le désastre et à ramener l'ordre, dans des contrées reculées où, comme le disait à l'époque un prélat, il n'y a pas des yeux pour voir ce qui s'y passe, les populations rurales se sont retrouvées à la merci des hommes sans foi ni loi qui semblaient avoir reçu comme consigne de se payer sur la bête. Les populations des campagnes, traquées par les Séléka jusqu'aux confins de la brousse, avaient donc subi des choses innommables, odieuses et atroces, dont la défense l'espère. Le bureau du procureur détient à ce jour bonne documentation. L'armée de la Centrafrique étant tombée en déliquescence, le pouvoir de Bangui n'ayant aucune prise sur les groupes armés oppresseurs qui n'entendaient que la voix de leur chef immédiat, les forces sous-régionales et internationales ne semblant guère préoccupées par leur sort, les jeunes gens des provinces ont, par instinct de survie, décidé de sauver ce qui leur restait de dignité pour eux et pour leurs familles. Cultivateurs, chasseurs, pêcheurs, artisans miniers, ces hommes ont de façon spontanée ressuscité les groupes d'autodéfense dénommés anti-Balaka, qui par le passé avaient coopéré avec les autorités étatiques dans la lutte contre les voleurs de bétail et les coupeurs de route qui écumaient certaines préfectures de Centrafrique. S'il a été fait appel à Patrice Edouard Ngaïsona, Monsieur le Président, Messieurs les juges, pour sensibiliser les anti-Balaka à la paix et au désarmement, c'était à cause de l'influence et de la connaissance de l'homme dont l'homme avait des milieux jeunes centrafricains au travers de ses multiples œuvres et initiatives entreprises dans le domaine du sport. La défense aura donc à démontrer que dans la foulée d'une crise militaro-politique dont il n'a été nullement l'un des protagonistes, Patrice Edouard Ngaïsona, en patriote imbu de paix et de concorde, a accepté non pas d'enfiler l'habit de défenseur d'un des groupes belligérants, mais de prendre le bâton de pèlerin comme un médiateur pour tenter de rapprocher des fils et des filles du pays qui se sont armés les uns contre les autres. Nulle preuve n'a été rapportée qu'à un moment quelconque, Patrice Edouard Ngaïsona, malgré son titre de coordonnateur national du mouvement anti-Balaka, a cherché à faire passer les intérêts du mouvement ou bien de la communauté à laquelle le mouvement s'identifie avant la paix et la cohésion nationale. En dépit des multiples témoins retirés, l'accusation n'est pas parvenue à masquer l'évidence qu'elle amène devant la cour pour être jugé un homme dont les preuves de la charge s'entêtent à montrer qu'il n'avait résolument agi que pour la paix. Monsieur le Président, Messieurs les juges, tout comme l'État centrafricain à l'époque, avec l'argent du contribuable et la force régalienne à sa disposition, tout comme la communauté internationale, au travers de ses multiples missions et contingents militaires,
n'avait pu résoudre la crise qui consumait le pays, Patrice Edouard Ngaïsona, se plaçant en mécène de la paix, parfois au péril de sa vie, comme il a été dit ici, et ne puisant que dans les deniers gagnés de son dur labeur, n'a pas réussi à transformer tout le mouvement anti-Balaka en une légion de la paix comme il l'aurait souhaité. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il est paradoxal que ce soit Ngaïsona qui se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés alors qu'il n'était, durant la période de transition, de processus de paix auquel Ngaïsona n'avait activement pris part, ni d'acteurs politiques qui n'avaient autant milité, ni se fut autant dévoué pour la paix que Ngaïsona. Cependant, les preuves abondent qui évoquent les dérapages, les exactions, les bains de sang et les embrasements qui se seraient produits si Patrice Edouard Ngaïsona n'avait pas, dans un élan philanthropique, joué sa brève partition dans la résolution de la crise fratricide dont la Centrafrique peine encore à sortir. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'accusation fera témoigner dans ce procès contre Patrice Edouard Ngaïsona des personnalités centrafricaines avec lesquelles l'accusé avait collaboré dans la recherche de la paix, avec lesquelles il n'avait nullement d'antécédents, mais dont les témoignages fallacieux à son encontre ne trouveront de motif valable que leur volonté à faire maintenir durablement à l'écart de la scène politique nationale une personne qu'elle considère comme un concurrent de taille. La défense est convaincue, enfin, qu'au cours de ce procès, la Cour ne suivra pas l'accusation dans sa détermination à poursuivre et obtenir condamnation de Patrice Edouard Ngaïsona parce qu'il faut poursuivre le coordonnateur national du mouvement anti-Balaka, lequel a selon lui joué un rôle majeur dans la perpétration de crimes graves contre les communautés musulmanes, crimes dont l'accusation peine à rassembler des preuves solides y impliquant l'accusé Ngaïsona, dont le crime, à vrai dire, n'est que celui d'être intervenu pour éviter le pire. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'en ai fini avec mon propos. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Omisé. Le Président, merci beaucoup. Si je comprends bien, c'est là le terme des arguments de la défense de M. Ngaïsona. Maître Knops, oui, effectivement. Le Président, ceci conclut également la partie déclaration d'ouverture de ce procès de M. Yekatom et M. Ngaïsona. Au nom de la Chambre, j'aimerais remercier les interprètes qui ont eu la tâche difficile. Nous espérons que nous parviendrons à convaincre les orateurs au cours du procès de parler un petit peu plus lentement, de manière à ce que ce soit plus facile pour nos interprètes. Merci beaucoup à tous les collaborateurs du greffe qui ont permis de connecter les participants dans différents pays. Là aussi, je les félicite, ils ont fait un travail formidable. Nous commencerons le 15 mars. Nous reprendrons le 15 mars. Je lève la séance.